C'est donc demain que Jean-Marc Ayrault présentera en Conseil des ministres ce fameux plan de lutte contre la pauvreté. La pauvreté qu'on présente systématiquement comme un fléau est devenue et devient plutôt une notion de moins en moins abstraite sous les concepts. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent pour vivre au quotidien et de fait la pauvreté a d'ailleurs 1000 facettes. Elle en change d'ailleurs davantage. De la difficulté à se loger, à la difficulté à s'insérer, en passant par l'exclusion de l'espace public et cette pauvreté qui suscite généralement la peur de ceux qui hésitent à la regarder en face et qui pourtant s'aperçoivent qu'elle est de plus en plus visible. Alors, un énième plan d'action ne résoudra sans doute pas tout d'un coup, mais au moins nous obligera-t-il ce matin à faire le point sur ce que c'est que d'être pauvre en France en 2013. Et faut-il s'attendre à une paupérisation croissante de la France et quels en seront les nouveaux visages, et notamment ceux des femmes de plus en plus touchées par le phénomène. Dans votre livre, bonjour à vous, Elina Dumont. Bonjour. Votre livre « Longtemps j'ai habité dehors » chez Flammarion, de la DAS à la rue, de la rue à la vie. Je note, page 41, ceci. Parfois, on nous traite de fainéants. C'est un mot inexact qui ne correspond pas à ce que nous sommes. Il est une constante chez les sans-abri, c'est leur capacité à savoir patienter. Patienter pourquoi ? Pour des plans contre la pauvreté des gouvernements ou pour tout à fait autre chose ? Il faut patienter pour tout. Pour avoir un hébergement, pour avoir une petite enveloppe, parce qu'il faut savoir que même pour les restos du cœur, on n'y va pas comme ça. Il faut montrer une liste de papiers inconsidérable pour avoir accès à la nourriture. Il faut attendre pour se soigner, parce qu'il y a deux sociétés quand même. Il y a la société des inclus et la société des exclus. Donc, et faut attendre pour tout, même pour un vestiaire. Faut savoir qu'il y a des associations, ça marche par ticket. Les premiers qui arrivent, ils ont le ticket, peuvent aller acheter, ils peuvent obtenir un manteau. Et puis, au moment où la distribution... c'est fini pour aujourd'hui, vous repasserez demain, ou alors lundi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Non, faut attendre pour tout, quoi. Et les plans aussi ? De quel plan vous parlez ? Des plans de gouvernement ? Ah, les plans de gouvernement, bon, personnellement, moi, je fais pas de politique, mais vous savez, quand on est dans la rue, la politique, c'est loin de nous, quoi. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est à des milliards de kilomètres, on n'attend rien d'ailleurs du gouvernement. On se débrouille. La survie, c'est le plan de la débrouille. On doit compter que sur soi. Et parfois, on nous traite de fainéants. C'est par pudeur que vous dites, c'est plutôt souvent. Non, c'est vrai qu'on nous traite de feignants. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais 2 bras, jambes, sauf que j'étais archi cassée, comme la plupart des gens qui sont dans la rue. Et comme les gens, ils comprennent pas toute cette cassure qu'il y a dans notre tête, ils s'imaginent, elle a 2 jambes, elle a 2 bras, elle a qu'à se lever, aller travailler. Mais en fait, c'est impossible. Et puis aussi, il faut que la société, elle accepte que il y a des gens qui ne pourront jamais travailler, qui sont irréinsérables. Mais ça, la société l'accepte pas. La société... À cause de quoi ? Du fait que quand on est resté trop longtemps exclu d'un système, on ne peut pas, certains ne peuvent pas se remettre, se réinsérer, comme on dit ? Non, il n'y a pas que ça. Ça peut être ça. Mais il peut y avoir aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui sont psychiatriquement atteints. Il y a des gens qui sont associables. Il y a de tout dans la rue. Je vous dis, il y a une hiérarchie. C'est comme chez les inclus, il y a des cadres, il y a des ouvriers. Là, c'est pareil, quoi. Et là, il y a des jeunes, il y a des toxicomanes. Dans la rue, il y a des cadres, il y a des ouvriers, ah oui. Non, dans la rue, oui. Enfin, il y a une autre... Non, mais il y a une hiérarchie. Il y a une vraie hiérarchie, ouais. Je veux dire que... Vous étiez dans quelle partie de la hiérarchie ? Moi, j'étais dans la hiérarchie des jeunes paumés. SDF, victime moi, de l'institution qui m'a viré quand j'avais 18 ans, ce qui est inadmissible quand même, parce que quand vous naissez, ils sont capables de vous arracher à votre mère, et puis à 18 ans, ils vous virent dehors avec perte et fracas, sachant que vous avez eu une adolescence forcément très difficile. Dans une famille d'adoption, à la campagne. À la campagne, que les études, ça s'est très mal passé. Alors, je sais pas comment ça peut se passer à 18 ans, quand on arrive à Paris et qu'on n'a rien dans le cerveau, quoi. Et surtout, quand on arrive à Paris et que de coup de fil en coup de fil pour aller dormir chez quelqu'un, ce soir-là, personne ne répond. Non, personne ne répond. Il faut donc répond. faire sa première nuit dans la rue. Oui, c'est vrai. Et ça fait très très peur. Et moi, c'est pour ça qu'au bout de 3 jours, j'ai dit, faut que je trouve des combines. Et j'ai utilisé toutes les combines inimaginables. Et d'ailleurs, on est très nombreux à le faire, parce que il faut savoir que... C'est quoi la bonne combine ? Pour une femme, il y en a plus que pour les hommes.
Parce que par exemple, il faut savoir que les boîtes de nuit du lundi au jeudi, c'est ouvert gratuitement pour les filles. Et vous pouvez être sûr que dans les boîtes de nuit, il y a toujours un homme qui va vous draguer. Bon, si vous n'êtes pas trop bête, vous avez compris que peut-être vous auriez un toit. Puis voilà, quoi. Et puis ça passe comme ça. Et puis après, il y a d'autres combines. Mais ça, c'est du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche. Alors, mais ouais, mais une fois que vous avez rencontré un certain nombre d'hommes, il y en a toujours un qui vous donne son téléphone et il dit, bah, rappelle-moi quand tu veux. Bah, vous le rappelez. Et lui ne sait jamais que vous êtes SDF. Non, moi, par contre, j'ai toujours caché. Ah non, je mange. Et d'ailleurs, le plus grand nombre de sans domicile fixe, on ne sait pas qu'ils le sont. Ceux qu'on voit dans la rue, qui se sont la plupart du temps clochardisés, ceux-là sont très... Enfin, par rapport au nombre de sans domicile fixe... Ah oui, il y a ceux que l'on voit, que l'on repère en tant que tels, parce qu'on les croise en bas de chez soi tous les jours, et vous dites plein d'autres dont on ne soupçonne pas. Qu'on ne voit pas. Est-ce que vous, par exemple, on le voyait ou pas, a priori? Non. Par exemple, il y avait un truc que je faisais, quand je savais vraiment pas quoi faire, je faisais les lignes de métro de bout en bout pour être comme tout le monde. Comme ça, les gens, ils savaient pas. Voilà, par exemple. Vous êtes resté combien de temps dans la rue? En tout cas, je peux... Alors, dans la rue, il faut savoir qu'il y a aucun... Enfin, aucun, je peux pas le confirmer à fond, mais il y a très peu de sans domicile fixe qui restent 15 ans dans la rue. On est toujours pris par des centres d'hébergement d'urgence et entre deux périodes, on est à la rue, on est chez quelqu'un, on est à l'hôpital parce que par exemple, l'hôpital, on a tous trouvé le truc dans la rue, c'est je sais pas de tomber dans les pommes, de s'allonger sur les Champs-Élysées, d'attendre que les pompiers arrivent, les pompiers viennent vous chercher, on se retrouve à l'hôpital, on est tranquille pendant une semaine et ça marche. Ça je peux vous l'assurer, il y a plein de sans domicile fixe. Et même si les toubibs à l'hôpital voient que vous avez simulé, mais se disent que bon, il faut bien vous héberger. En principe, on est quand même un petit peu cassé, hein, soit par l'alcool, parce que voilà, quand même, on est un peu bracadabrant. Pas forcément très bien, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y a plein de techniques. De toute façon, c'est la survie. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Moi, par exemple, il y avait un truc que je faisais très facilement. Je devrais même pas le dire à l'antenne, mais si je suis là, c'est pour dire des choses. Combien de fois je prenais mon courage à deux mains. Je courais auprès de quelqu'un, je disais « Madame, on m'a volé mon sac, c'est pas possible, comment je vais faire? Partir chez moi, j'ai rien !» Et la personne, elle était tellement... elle sortait un billet de son sac, elle me dit « Tenez, mademoiselle !» Puis voilà, je disais bon, maintenant je vais aller au commissariat. Bon, vous en êtes sortie et vous avez écrit longtemps J'ai habité dehors, vous êtes comédienne aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je suis comédienne, ouais. Alors Hélène Périvier, nous avons notre spécialiste, elle est économiste à l'OFCE, co-responsable du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, et puis vous avez notamment participé, entre autres, Jacques Munier en parlait ce matin à 6h30, à L'avenir de la solidarité, ouvrage coordonné par Robert Castel et Nicolas Duvou. Vous travaillez beaucoup sur ces notions de pauvreté, et notamment aussi la question de la pauvreté chez les femmes qui augmente. Bon, une fois qu'on a dit ce chiffre notamment, 8,6 millions de personnes vivaient en 2006 avec moins de 964 € par mois, soit 14% de la population. Dans ces 8 millions-là, il faut distinguer les questions de pauvreté, où au fond, ce serait presque indécent, et il vaudrait mieux parler de savoir comment on renoue avec des politiques de solidarité. Ah oui, donc il faudrait d'abord renouer avec des politiques de solidarité, ce qui est un peu le cas, on voit que déjà on change de cap clairement. C'est le maître mot notamment de justement Castel dans L'avenir de la solidarité. Oui, parce que c'est vrai que on a 14% de la population qui est pauvre. Bien évidemment, ce qui a été dit est tout à fait exact. Il y a une pauvreté qu'on peut qualifier de dure, de personnes qui sont ancrées dans une pauvreté extrêmement intense et pour lesquelles on doit penser un dispositif qui est un socle de revenu minimum qui soit décent pour tout le monde d'une certaine façon, mais qui toucherait davantage ces personnes-là, sans exiger d'elles qu'il y ait un retour à l'emploi, puisque pour une partie de cette population, c'est un peu illusoire de penser qu'on va lutter contre la pauvreté en leur permettant de se réinsérer dans l'emploi, d'autant plus quand on a un taux de chômage. Ah, vous visez déjà la question du RSA. Voilà, non, mais de façon plus globale, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de refaire société autour de cette question. On ne peut pas vivre en France avec moins de... Alors, c'est certainement pas 450 € par mois, ce qui est moins d'ailleurs parce qu'il faut enlever le forfait logement pour les personnes qui n'ont pas de logement, donc c'est plutôt 400 € par mois, le RSA. Et donc, je pense que c'est très important de refonder un revenu minimum décent, qui soit vraiment décent et qui permette à toute personne qui n'en a pas les moyens de vivre dans des conditions à peu près correctes. Qu'est-ce qui vous fait, cela dit, vous critiquer ou dire en tout cas qu'il faut envisager les choses autrement pour lutter contre la pauvreté et sur les questions de réinsertion, qu'il faut réformer, amender le RSA ?
Mais parce que je pense qu'il faut vraiment passer... Cette logique de l'assistanat qui a été décrite par Hubert Huertas, elle est extrêmement ancienne, elle est très ancrée dans les politiques de lutte contre la pauvreté. Mais quand je dis ancienne, c'est déjà au XVIIe siècle en Angleterre, les lois de Spinamland qui visaient à lutter contre la pauvreté avaient mis en place un revenu minimum qui était très critiqué. Malthus a été le grand économiste à en faire une critique importante. L'idée, c'est de dire, on est toujours dans le soupçon de ces personnes pauvres, peut-être une partie d'entre elles sont-elles paresseuses, ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes pour se sortir de cette situation. Je pense que pour aller au-delà de ce débat-là, il faut juste se dire, ben voilà, dans un pays comme la France, qui est quand même un pays riche, même si on connaît des difficultés très importantes, il faut pas le nier, eh bien, on peut pas vivre avec un niveau de revenu inférieur à celui-là, et on doit tous collectivement participer pour que ce revenu soit garanti à tous et à toutes, éviter des effets stigmatisants c'est simplement pour certaines personnes qui sont en très grande difficulté. Et s'il y a un soupçon de paresse, à la rigueur, j'ai presque envie de dire, assumons-le, oui, il y a peut-être quelques personnes qui pourraient faire un effort supplémentaire, mais globalement, personne n'a envie de vivre toute sa vie avec cette perspective de vie, avec ce revenu minimum. Donc, globalement, on sait bien que les gens vont faire de leur mieux, donc il faut vraiment dépasser cette question de l'assistanat en assumant tous collectivement un revenu qui soit suffisamment correct pour que les gens puissent vivre décemment. Les Français sont inquiets. D'après un sondage récent, près d'un Français sur deux se déclare pauvre ou en train de le devenir. Oui, mais les Français sont inquiets parce que la situation est aussi inquiétante. On a vu le taux de pauvreté a augmenté pendant la crise. Et encore, je précise que les taux de pauvreté qu'on observe là, 14%, sont mesurés avec 2 ans de décalage, puisque nous n'avons pas les données statistiques nous permettant de mesurer l'actuelle pauvreté. Donc, il y a probablement déjà un décalage de ressenti. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui se sentent pauvres parce qu'on ne mesure pas en temps réel l'étendue du problème. Et puis, par ailleurs, il y a de multiples façons de mesurer la pauvreté. On peut l'aborder par les questions de conditions de vie, on peut l'aborder par les questions de ressenti. Les personnes peuvent se sentir plus gênées à la fin du mois, et donc il y a des façons multiples de pouvoir mesurer ce phénomène. Elina Dumont. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Hélène Périvier. Très bien, merci. Par exemple, sur l'assistanat, avec le recul, moi j'ai été quelqu'un d'assisté. J'ai été assisté par la société, mais je n'étais pas du tout en mesure de faire quoi que ce soit. J'étais cassée à la rue, je passais mon temps à me dire où je vais dormir ce soir. Ah mince, comment je vais manger ce midi ? C'est quoi ? Vous n'étiez pas capable d'embrayer impossible. À partir de l'aide qu'on vous donnait, quoi. Mais oui, c'était impossible. On me demande... C'était sur quoi ? Sur la question du travail, par exemple ? De toute façon, les travailleurs sociaux, c'est ça leur truc. Ouais. C'est alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais rien. Et après, ils vous mettent dans des formations... Mais on est à côté de la plaque, on est incapable de se concentrer 2 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a toujours cette idée de dormir cassé. Ce soir, manger. Voilà. Et puis on passe notre temps... Dormir, manger, pisser. Hein, oui, et même moi, à mon époque, les toilettes n'étaient pas gratuites et j'ai dû utiliser aussi toutes les combines pour aller uriner. Rapportons-nous à longtemps, j'ai habité un dernier mot et nous arrivons au bout. Et je voulais juste rebondir sur le ressenti de pauvre. Moi, aujourd'hui, je peux vous assurer, je gagne très peu d'argent, mais je ne me sens absolument pas pauvre. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que je suis riche. Et puis, j'ai envie de dire aux pauvres, il ne faut pas avoir honte aussi d'être pauvre. Voilà. Elina Dumont, Hélène Périvier. 8h10, 7 minutes, toujours pris dans les glaces. Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Écoutez, il y a un paradoxe français. Nous sommes le pays le plus social d'Europe après le Danemark par le montant des prestations sociales. Nous y consacrons 33% du PIB, devant la Suède, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, mais derrière le Danemark avec 33,4%. Et cependant, les Français sont, de tous les Européens, ceux qui se sentent le plus menacés par la pauvreté. Selon un baromètre CSA pour les Échos, si 11% des sondés ont le sentiment d'être pauvres, 37% se disent en train de le devenir. Oui, c'est presque la moitié de la population de notre pays qui se sent glissée vers la pauvreté ou y être déjà plongée. Comment expliquer ce hiatus ? Eh bien, comme l'écrit Denis Clerc dans un excellent livre consacré à la paupérisation des Français, je le cite, le premier front de lutte contre la pauvreté ne se situe plus sur le terrain des prestations sociales comme on l'a longtemps cru, il se situe aujourd'hui sur le terrain du marché du travail. Avec le développement des emplois indignes qui se multiplient pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. Fin de citation, notre économie ne crée pas suffisamment d'emplois. Du coup, notre marché du travail est devenu, au fil du temps, extrêmement sélectif. Le taux de
chômage des décrocheurs dont nous avons parlé à cette émission, ces anciens élèves du secondaire qui en sont sortis sans aucun diplôme, est ahurissant. Or, ils forment près de 17% des effectifs d'une classe d'âge. Combien d'entre eux échapperont à la trappe à pauvreté ? Pour Denis Clerc, ils sont les successeurs de notre ancien sous-prolétariat urbain vivant de la débrouille, enfoncé dans la marginalité sociale. Mais les autres ne sont pas à l'abri non plus. Les entreprises, à la recherche d'effectifs ajustables en fonction de la demande, embauchent de plus en plus en CDD, en intérim, en stage rémunéré, avec à la clé beaucoup de temps partiel subi. Cela crée des situations insupportables, à cheval entre l'emploi et le chômage, des horaires de travail épuisants, des revenus misérables, des droits sociaux à minima. Mais si les Français se sentent davantage menacés par la pauvreté que tous les autres Européens, c'est parce que le chômage chez nous est d'autant plus insupportable qu'il est plus difficile d'en sortir. On a vite épuisé ses droits à indemnisation et ensuite, comme écrit encore Denis Clerc, ce ne sont pas les allocataires qui ne veulent pas de l'emploi, mais les employeurs qui ne veulent pas des allocataires. En fin de citation. En France, lorsqu'on sort de l'emploi classique, c'est trop souvent pour toujours, et à présent, nous le savons. Denis Clerc fournit plusieurs tableaux fort instructifs, notamment celui qui montre l'évidente corrélation entre le taux de pauvreté et le taux d'emploi pays par pays. Sans surprise, plus le pourcentage de la population disposant d'un emploi est élevé, et moins la pauvreté le frappe. Suisse, Danemark, Suède, Pays-Bas, Autriche, on retrouve en tête du classement les habituels bons élèves. L'idée selon laquelle il suffirait de pousser les seniors vers la retraite anticipée pour dégager des postes pour les jeunes est donc erronée. D'ailleurs, nous y avons renoncé. Mais la pauvreté laborieuse n'est pas toute la pauvreté. Si près de 500 000 ménages voient leur revenu du travail tiré du travail insuffisant pour assurer leur survie et bénéficient à ce titre du RSA activité, 1 600 000 personnes perçoivent aujourd'hui le RSA socle. Le coût du RSA global approche déjà pour notre budget social les 10 milliards d'euros. L'ensemble des mesures du plan de lutte contre la pauvreté annoncé par le Premier ministre, qui comporte une revalorisation progressive du RSA, devrait coûter 1 milliard d'euros supplémentaires dès l'an prochain, puis entre 2 milliards et 2 milliards et demi par an, en rythme de croisière à partir de 2017. Personne ne sait comment cela sera financé. Et rien ne dit que cela rendra les Français moins pessimistes sur leur avenir. Nous prenons conscience qu'il ne s'agit pas d'une crise dont on pourrait sortir et tout recommencer comme avant, mais d'un changement d'époque appelant un peu plus d'imagination. Les pauvres veulent du travail, pas des aumônes. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Réaction à cette chronique, Elina Dumont, Hélène Périvier. Hélène Périvier. Oui, je veux bien réagir. Alors d'abord sur le ressenti. Je parle à l'économiste qui a entendu les chiffres de Brice. Non, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que ces enquêtes sur le ressenti vis-à-vis de la pauvreté, où on a un apparent paradoxe, la France dépense beaucoup en dépenses sociales et pour autant les gens se sentent pauvres et précaires. Il faut faire très attention en comparaison internationale quand on utilise ces enquêtes. Ça peut être très intéressant sur le même pays de regarder comment ce ressenti évolue. Mais par contre, pour pouvoir comparer entre les pays le ressenti vis-à-vis de la pauvreté, il faudrait pouvoir placer des Anglais dans le système français et voir comment ils se sentiraient. Et inversement, et on n'est pas du tout sûr qu'on obtiendrait ce paradoxe qui semble tout à fait curieux et qui en fait n'en est probablement pas un. Je voudrais juste revenir sur les questions liées entre la question des bons élèves vis-à-vis de l'emploi en Europe et de la pauvreté. Les choses ne sont pas aussi simples que ce qui a été dit dans la chronique. Si on regarde le cas de l'Allemagne et le cas de la France, on voit que l'Allemagne est un très bon élève vis-à-vis de l'emploi. Le taux de chômage a baissé en Allemagne, ce qui est rarissime dans la conjoncture actuelle, alors que la France a vu son taux de chômage augmenter. Et pour autant, le taux de pauvreté en Allemagne a explosé. Donc on voit bien que cette question de la pauvreté et de l'emploi... La précarisation, entre autres, exactement. En Allemagne. Donc on voit bien qu'en Allemagne, c'est des mini-jobs qui ont été créés, des petits boulots qui ont beaucoup d'ailleurs été pourvus, ont beaucoup affecté les femmes, puisque c'est elles qui sont essentiellement représentées dans ce type d'emploi, qui sont assorties de peu de protection sociale, voire pas du tout, qui vont faire des futurs retraités pauvres. Donc on a parlé tout à l'heure des retraites, et on voit que les réformes des retraites, in fine, affectent les personnes plus âgées du point de vue de la pauvreté, et les femmes en particulier.
Et donc on voit que cet arbitrage, il y a des bons élèves vis-à-vis de l'emploi et des mauvais élèves, c'est plus compliqué que ça parce qu'on peut avoir des très bons résultats vis-à-vis de l'emploi et des très mauvais résultats vis-à-vis de la pauvreté. Et j'en conclus avec ceux qui peuvent être identifiés comme meilleurs élèves, comme les pays nordiques, c'est beaucoup plus parce qu'ils dépensent de façon universelle et massive en services publics. Du coup, ils affectent l'ensemble de la population et limitent les effets de la pauvreté parce que les enfants ils appliquent mieux des règles de solidarité, on va dire. Mais c'est plus que de la solidarité. Les enfants, sont par exemple accueillis dans un système collectif dès 1 an et demi, gratuitement, enfin payés, financés par l'impôt. Les impôts sont très lourds, mais on finance un système universel qui est donc moins stigmatisant et peut-être plus efficace du point de vue de la lutte contre la pauvreté. Ouais. Brice Couturier ? Et puis surtout, il crée des emplois. Nous, le problème, c'est quand même que la machine à créer des emplois française est bloquée, qu'elle a du mal à repartir, on le voit bien. Alors, moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques mesures qui ont été prises, notamment celles qui viennent de déboucher des accords syndicats-patronat. On va voir ce qui va en sortir à l'Assemblée nationale, mais enfin, il est clair aujourd'hui que les entreprises qui systématiquement embauchent en CDD et en emploi précaire vont être pénalisées au niveau des charges sociales. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut améliorer au moins la situation de l'emploi et faire en sorte qu'un certain nombre de femmes en particulier soient pas victimes de ces temps partiels subis, de CDD à répétition qui pénalisent terriblement sur le plan financier? Hélène Périvier ? Oui, je crois que du point de vue de l'emploi, il y a d'abord une question macroéconomique dans laquelle on ne va pas rentrer, une question de politique publique et de politique macroéconomique au niveau de l'Europe. Les pays nordiques ne sont pas du tout dans la même situation que la France ou l'Allemagne. Donc de ce point de vue-là, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais créer de l'emploi, ça passe d'abord par ces questions-là. Alors ensuite, c'est sûr que si on limite les possibilités de création de petits boulots, d'emplois précaires, on aura peut-être aussi un effet négatif sur l'emploi. D'ailleurs, si l'Allemagne a des bons résultats, c'est parce qu'elle génère beaucoup de mini-jobs. Mais en même temps, on fait un vrai choix derrière. On se dit, avoir un emploi aujourd'hui dans notre société, c'est avoir un emploi stable, avec probablement, on espère, une carrière plutôt ascendante. C'est quand même ça qu'on attend. Et puis, même si au début, c'est un peu précaire, l'idée que les choses vont s'arranger. Or, on n'est pas du tout dans ce mode-là, mais en Allemagne non plus. C'est pas du tout propre à la France. On est plutôt dans une gestion à minima de cette question de l'emploi, et du coup, on a un développement de la précarité et de la pauvreté laborieuse. Brice, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je voudrais juste me demander si effectivement les mesures qui sont prises en ce moment pour pénaliser ce type de contrats précaires vont permettre de limiter le nombre de ces emplois précaires, ou effectivement, la question que vous posez, vont limiter le nombre d'emplois tout court. Effectivement, ça me paraît quand même le fond du problème. Là, c'est difficile d'évaluer l'impact de ces politiques publiques. Elles ne sont pas si contraignantes que ça, parce qu'il me semble, dans ce qui a été négocié, il y a l'idée que si l'employé est d'accord, on peut revenir sur ce qui a été en termes de temps partiel, on peut revenir sur ce nombre d'heures négociées. Donc on voit bien que quand on est dans une situation où on a peu de pouvoir de négociation, l'employeur peut très bien dire c'est ça ou c'est rien. Et donc, in fine, c'est l'employeur qui a la main. C'est bien le problème à chaque fois. Donc, si on veut vraiment être contraignant, c'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer avoir un volume horaire dans le contrat de travail. Toute heure supplémentaire pourrait être beaucoup plus majorée que ce qu'elle est actuellement, de sorte à ce que les employeurs, disons, optimisent au maximum le volume d'heures proposées, au moins dans le contrat de travail. Bon, là, on serait peut-être dans quelque chose de plus opérationnel, mais là, on est de toute façon dans des ajustements qui vont à chaque fois être pénalisés par le fait que l'employé n'est pas dans une situation de force pour négocier sa situation et son emploi. Alors, Hélène Périvier, pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes en proportion quand il y a justement ces phénomènes de paupérisation et de nouvelle pauvreté ? Alors, si on regarde les taux d'emploi, d'abord, ça, effectivement, quand on regarde sur le site de l'INSEE, on voit que ça a augmenté plus pour les femmes. Le taux de pauvreté a augmenté plus pour les femmes que pour les hommes. Alors, on voit qu'il y a deux phénomènes différents. Il y a d'abord les femmes âgées, les plus de 65 ans, alors âgées, entre guillemets, en tout cas, et on voit bien que c'est l'effet des réformes de la retraite qui ont été mises en place dans les années 90, qui ont fait qu'on a élargi le nombre d'annuités prises en compte pour pouvoir calculer les droits à la retraite. Or, les femmes, elles ont des carrières moins continues, elles sont plus souvent en temps partiel, donc in fine, elles ont des droits propres à la retraite qui sont beaucoup plus faibles que les hommes. Et donc, ces réformes qu'on met en place, elles ont des effets tardifs, on les observe tardivement. Et là, on voit très clairement que les réformes qui ont été votées sont défavorables à la situation des femmes âgées.
Ça, c'est un premier phénomène. Et puis ensuite, on voit ensuite que les taux de pauvreté des femmes sont plus importants sur des âges jeunes et intermédiaires, on dit entre 20 et 35 ans. Ben là, c'est l'effet des familles monoparentales. Quand le couple se forme, ils ont des enfants, souvent, madame travaille moins ou travaille plus parce que dans des ménages modestes, ça peut être un arbitrage qui semble être le plus favorable au couple. Or, on sait très bien que les gens divorcent souvent. Il y a plus d'un mariage sur deux qui finit par un divorce. Eh bien, une fois que ce divorce est prononcé, la femme se retrouve souvent avec les enfants à charge et peu ou pas de situation professionnelle, avec un conjoint qui n'est pas en mesure d'assumer 2 foyers qui se sont séparés. Donc, on se retrouve dans des situations de pauvreté et ce sont souvent des femmes qui ont enfants à charge seules. Elina Dumont. Oui, je voulais rajouter quelque chose à propos des femmes. C'est que aussi les femmes ne se laissent plus faire comme avant. Avant, les femmes battues, par exemple, elles restaient chez elles. Maintenant, grâce à tout ce qui a été fait, on encourage les femmes à partir. Sauf que le problème, elles partent souvent, elles sont obligées de quitter le domicile, et du coup, c'est elles qui se retrouvent dans une situation très difficile. C'est-à-dire que le courage de partir aujourd'hui, qui est plus partagé par les femmes, induit en même temps une situation précaire. Tout à fait. Oui, mais enfin, c'est terrible. On a le droit de ne pas vouloir être battu. Ben non, mais c'est formidable. Moi, j'encourage toutes les femmes. Mais voilà. Comment ça se passe après ? L'homme, il était quand même là, pour assurer financièrement. Et puis souvent, ça entraîne aussi la femme. Souvent à l'hôpital, ou souvent elle perd son emploi. Je voudrais je peux rebondir sur quelque chose sur la pauvreté. Vous voulez, Elina Dumont. Je voudrais dire quelque chose sur la pauvreté. C'est que il faut aussi... Moi, je dis ça avec mon regard. J'ai eu mon premier appartement il y a 2 ans, en février 2011. Et vous savez, quand vous avez vécu qu'à travers les foyers d'urgence, les taudis, les marchands de sommeil, vous connaissez plus la valeur des choses. Et je pense qu'il faut revenir aussi à des choses essentielles. Avoir un toit, c'est important. Manger, avoir de quoi s'habiller. Mais voyez ce que je veux dire par des choses essentielles. Et je pense aussi que malheureusement, on est dans une société où on est à la recherche de choses superficielles parfois, qui nous perdent. Vous voyez, par exemple, tous ces jeunes qui pensent qu'à devenir des stars à la télévision, mais c'est d'une débilité terrible. Vous voyez, et voilà. Vous avez bien voulu devenir comédienne, vous ? Oui, mais moi j'ai voulu devenir comédienne pour d'autres raisons. C'est parce qu'à un moment donné, je faisais les bas-fonds à Chaillot, je faisais partie d'une 30aine de sans domicile fixe, et quand le truc a été très médiatisé, parce que c'était à Chaillot, j'ai dit, mais comment les journalistes parlent des SDF ? C'est du cliché. Faut savoir que TF1, il nous a mis sous un pont avec un sandwich dans la main alors qu'on était en train de se réinsérer. Et moi, j'ai dit, moi, je vais le faire, mon spectacle, et je vais montrer la vraie humanité des sans domicile fixe. Puisqu'on parle des politiques publiques aussi, entre autres, justement, vous avez, été consultée, Elina Dumont, il y a quelques années, par le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi. Tout à fait. Un truc de fou. Oui, un truc de fou. Et moi j'étais fière, évidemment, je me disais, waouh, super. Il y a 5 ans, c'est ça, vous êtes allé au ministère des Affaires sociales et de l'Emploi. Et moi je croyais que c'était pour sortir une loi. Et en fait on me dit, mais non Elina, c'est juste pour un décret. J'ai dit, ah bon, 5 ans? Alors vous imaginez, et on travaille pour l'urgence. C'était pour la rédaction d'un nouveau décret pour l'hébergement d'urgence. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage. Nous on est dans l'urgence quand on est dans la rue, et eux ils mettent 5 ans à réfléchir sur un décret. Non mais c'est... Vous voyez, vous avez Alors on vous a demandé quel élément pourriez-vous nous suggérer pour améliorer l'intimité ? Et là, vous avez répondu à côté, si j'ose dire. Enfin, à côté, non, vous avez répondu votre réponse, mais c'était pas ce qu'on attendait. Oui, parce qu'en fait, la notion d'intimité, quand on est dans la rue, elle n'est pas du tout la même que chez les inclus. Moi, je croyais que l'intimité, ça voulait juste dire comment se laver le sexe, ou... alors qu'eux, ils étaient en train de me parler d'intimité espace. Alors évidemment, j'avais complètement... Alors que vous, c'était la question de la rue. Oui, moi je parlais d'intimité, c'est ça l'intimité. En fonction de ce que je vivais au moment... oui, ce que je voulais dire, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup choqué ce jour-là, c'est que on était vraiment dans une salle du ministère, vous pouvez pas vous imaginer, il y avait plein de gens, des préfets, Pendant des heures et des heures, ils ont dit, oui, mais il n'y a pas de budget, et puis prochainement, il y a le nouveau préfet qui est là. Et quand tout ça, ça a été fini, au bout de 5 heures, j'ai été invitée dans un somptueux truc apéro, là, champagne. Cocktail de fontaine de champagne. Mais vous pouvez pas vous imaginer ce que j'ai vu, et moi je me disais...
Et je comprenais pas, moi, après ces histoires de budget, quoi. Enfin, attends, vous auriez vu, c'était incroyable. Il y avait France 3 qui était là, les photographes. Enfin, quand on est dans la rue et qu'on vit ça, on se dit, non, mais... Parce qu'après ça, vous êtes retourné dans la rue. Après, je suis retournée en foyer. Moi, j'étais en foyer à l'époque. Mais faut savoir que quand on est en foyer d'urgence, on est considéré comme sans domicile fixe. C'est pour ça que... Alors sur ce phénomène de cette pauvreté qui devient de plus en plus visible, nos deux reporters au matin de France Culture ont voulu en avoir le cœur net, Christophe Payet et Tanguy Bloom. Ils se sont rendus samedi soir dans une soupe populaire au cœur de Paris. C'est tout simplement d'ailleurs la soupe Saint-Eustache. Et écoutez donc le responsable de l'association qui s'occupe depuis 7 ans aujourd'hui de cette soupe au micro de Christophe Payet et de Tanguy Bloom. C'est une soupe qui remonte à 1984. Qui a été créé juste avant les Restos du Cœur. À l'époque, le premier soir, il y avait 13 personnes et maintenant, on sert 250 personnes à peu près tous les soirs. On est au centre de Paris, donc chaque semaine, on alimente, on achète aussi, surtout des légumes parce qu'on leur sert un vrai repas avec une soupe, un plat. Aujourd'hui, c'est de la purée avec du beefsteak haché. Après, ils ont une salade. Et la salade, ça c'est très important parce qu'ils n'en ont pas trop l'habitude de manger des légumes frais. Et on est ouvert tous les soirs de la semaine, du 1er décembre au 31 mars. D'abord, quand j'ai pris la soupe, on servait 150, 180 par soir. Et là maintenant c'est 250. Depuis 3 ans, on est dans ces volumes-là, 30, 31 000 à peu près par campagne. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ici, bon, il y a des gens, il y en a à peu près 50% qui dorment dans la rue ou dans des squats. Bon, mais il y a aussi des travailleurs pauvres. C'était des gens qu'on ne rencontrait pas avant. Hein. Il y a des personnes, des retraités, des personnes âgées qui ont du mal à joindre. Hein. Il y a des familles, ce qu'on n'avait pas avant également. On a vu des femmes arriver. Il nous arrive depuis l'année dernière d'avoir des enfants. C'est vrai qu'il y a des soirs, c'est difficile. C'est vrai que quelquefois, je repars, c'est un peu difficile. Et depuis les dernières, on a des demandes de bénévoles, mais on en a tous les jours. Tous les jours, j'ai des gens qui me demandent. Bon, naturellement, on refuse parce qu'il y a un moment où on ne peut pas. Donc, il y a quand même une prise de conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance. Et puis qu'il faut aider d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, on ne les ignore pas totalement. Alors, la soupe Saint-Eustache, on considère à la soupe Saint-Eustache d'ailleurs que le plus important n'est pas d'ailleurs nécessairement forcément de donner à manger, mais que d'écouter aussi ceux qui viennent chaque soir, comme par exemple Guy, que l'on n'appelle pas d'ailleurs ni SDF, ni nécessiteux, mais invité. Ce sont des invités à la soupe Saint-Eustache. Écoutez Guy au micro de Christophe Payet et Tanguy Bloom. Moi, je travaillais dans les espaces verts. Puis après, manque de ressources, et il a fallu que je mange. Et en ce moment, c'est pas avec 800 € que je peux m'offrir une chambre d'hôtel puis un repas, quoi. C'est 800 €, c'est ce qu'on nous donne durant les stages, quoi. Je suis à l'hôtel. C'est 300 € par mois à l'hôtel. Il faut que j'ai les transports, j'ai à nettoyer mes habits, il faut que je mange le midi, m'achète un petit truc. Ça se limite à un sandwich. Bien sûr, au bout de 3 ans, avec les bénévoles, il y a des liens qui se font, quoi. On se dit bonjour, on se raconte ce qu'on a fait dans la journée, tout ce qu'on peut faire entre amis, quoi. En fait, c'est chaque année comme ça, quoi. Guy, toujours au micro de Tanguy Bloom et Christophe Payet. En ce moment, je fais un stage. Je me reconvertis dans le paramédical. Je fais aide-soignant en espérant trouver un emploi, quoi. Ça fait 4 mois. C'est à temps plein. Là, j'ai effectué un stage dans un hôpital. Moi, je l'ai trouvé tout seul. J'ai cherché sur Internet. J'ai un ordinateur à l'hôtel. J'ai fait les démarches qu'il fallait, quoi. Et après, je sais pas trop ce que je vais faire. Si je trouve pas, j'ai cherché aussi, peut-être chercher en intérim après, en espérant envoyer aussi des CV dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. Je crois que je suis quelqu'un de tout à fait normal parmi d'autres. Je vois pas trop le regard des gens. Vous savez, à Paris, les gens sont pressés, ils sont speed. C'est comme nous, quoi.
Ah, le regard, Elina Dumont. Oui. Le regard des uns n'est pas le même que ceux des autres. Ouais. Entre ce qu'on appelle les inclus, Ouais. vous entendez dire ça depuis ce matin, et les exclus. Oui, c'est vrai. Le regard n'est pas du tout le même. La logique pour vivre n'est pas du tout la même. Et Quoi, on évite les regards, on les sollicite au contraire. je pense que des deux côtés, il y a un moment donné où il y a pas, et ça communique pas quoi. Je pense que les inclus comprennent pas forcément les exclus ils comprennent pas les inclus. Tout le monde a peur l'un de l'autre, et du coup, personne se parle vraiment quoi. Vous aviez une peur bleue à un moment de rentrer dans le métro. C'est-à-dire que ça m'est arrivé quand je suis arrivée un peu au bout de toutes mes... Je sais qu'on a France Culture de mes emmerdes. France Q, hein. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à être plus dans la vie des inclus, les crises de panique ont commencé dans le métro. Et c'est incroyable parce que moi, le métro, franchement, ça me posait aucun problème. Mais bon, c'est normal parce qu'en fait, quand on est dans la survie, on ne laisse pas place au traumatisme. Quand on est dans la survie, on vit, quoi. On dit pas j'ai mal là. On peut avoir une infection, on le sait même pas. C'est un docteur un jour qui dit mais attendez, c'est grave ce que vous avez. Ah bon, mais non, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est une fois qu'on est un peu posé, comme tous les inclus, dès qu'on a bobo, faut que j'aille voir le docteur. Vous voyez ce que je veux dire? Hélène Périvier, est-ce qu'on sait le taux de réussite des politiques justement d'accompagnement et de sortie de l'exclusion? On entendait Guy mettant beaucoup d'espoir dans une formation à l'hôpital pour être infirmier. Alors, c'est sûr que c'est toujours mieux d'être formé, d'être éduqué pour trouver un emploi et se réinsérer. Maintenant, quand même, globalement, quand il n'y a pas d'emploi créé dans une économie, vous avez beau former, accompagner, faire des parcours de formation professionnelle, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Donc, j'en reviens toujours quand même, parce qu'il y a toujours deux questions différentes. Il y a quand même toujours la question macroéconomique en Europe. Comment faire pour créer des emplois? Comment faire pour avoir plus de croissance économique? Et puis alors ensuite, on peut quand même prendre, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Individuellement, c'est toujours mieux. Donc la démarche de Guy, elle est toujours plus positive. Essayer de rentrer chez les inclus en essayant de se doter de tout ce qu'ils ont. Donc être un peu formé. Mais s'il n'y a pas de boulot à l'hôpital, il n'y a pas de boulot à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas de boulot à l'hôpital, l'hôpital ne va pas prendre Guy. Voilà. Et pour qu'il y ait du boulot à l'hôpital, il faut soit qu'il y ait de la dépense publique dans l'hôpital pour avoir des voilà, ce qui n'est pas franchement en tout cas l'orientation qui est prise, qui pourrait être prise, mais qui n'est pas celle qui est prise. Donc il faut absolument qu'il y ait une demande, un besoin, et que à ce moment-là, on puisse embaucher Guy. Mais sans ça, il aura beau être formé, on l'embauchera pas. Quel est votre diagnostic à vous, Elina Dumont, au fond, sur le fonctionnement, ou plutôt ce qu'on peut appeler le dysfonctionnement des solutions proposées par les pouvoirs publics? Par exemple, on lit dans une enquête que le 115 ne répond pas une fois sur deux, plus d'une fois sur deux, et que par exemple aujourd'hui en province, 57% des personnes sans domicile demandant un hébergement en décembre n'ont toujours pas obtenu de solution. C'est le baromètre de la FNARS qui était publié dans La Croix du 14 janvier dernier. Alors par rapport au 115, moi je vais vous dire quelque chose. Moi mon histoire, j'ai horreur de dire mon âge, mais ça fait plus de 20 ans, donc quand j'avais 18 ans, j'ai toujours entendu la même chose sur le 115, sauf que ça va en empirant. Je pense qu'en 20 ans... C'est quoi, il répond ou il répond pas? Non mais il y a 20 ans, c'était déjà pareil le 115. On appelait, et puis des fois ils disaient j'arrive, vous êtes où? 4 heures plus tard, ils étaient toujours pas là. Et aussi, il faut savoir que moi je pense quand même qu'en 20 ans, ils avaient le temps de réfléchir pour améliorer les choses. Il faut savoir aussi que le 115, par exemple, si ils savent que vous êtes ivre, alors que, bon, vous imaginez bien que quand on est dans la rue, on fait comme on peut pour s'adapter à la survie. C'est presque normal d'être un peu ivre à 4 heures du matin. Ils viennent pas vous chercher forcément. Il y a plein de choses comme ça. Aussi, ils ont leur tête. Par exemple, quand ils connaissent bien un sans domicile fixe, qui est un peu, on va dire, olé olé, déjà le 115... C'est quoi un sans domicile fixe un peu olé olé? Je veux dire, voilà, qui a un peu trop bu, qui parle un peu fort, qui va vous insulter, vous voyez. D'accord. Ils disent, oh là là, celui-là, non. Et les centres sociaux, moi, j'ai accompagné un copain un jour, qui s'appelait Jean Gérard à l'époque, qui est décédé depuis, ils l'ont refusé. Ils ont dit, non, c'est bon. Alors là, il y a quand même un décalage. D'un côté, on travaille dans l'urgence, mais en fait, il faudrait presque des gens super clean. Non, mais c'est vrai. Oui. Alors que c'est impossible quand on est dans la rue. Pas sous, bien rasé. Voilà. Moi, j'ai été virée de plein de foyers.
Donc il faut se mettre d'accord. On peut pas travailler dans l'urgence et lutter contre l'exclusion. Et dès qu'il y a un exclu un peu trop olé, comme je dis, ah bah non, lui il est trop compliqué, lui. Allez hop, c'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, mais ça c'est sûr que ça devrait pas, encore une fois, hein, je pense que la sélectivité dans l'action publique en général, en tout cas s'agissant de la pauvreté, c'est quelque chose qui est à la fois stigmatisant et pas opérationnel. Donc il faut essayer d'être plus universel, moins conditionnel. On prend, alors pour la question de la pauvreté de grande urgence, effectivement, on devrait pouvoir accueillir toutes les personnes qui en ont besoin. Mais oui, il y a du bon. Je voulais juste rajouter quelque chose. Alors, en principe, pour les inclus, pendant l'hiver, il n'y a pas d'expulsion. Bon, vous allez peut-être me répondre parce que vous êtes plus intellectuel que moi. Comment vous expliquez qu'un sans domicile fixe, une fois qu'il a fait 3 ou 4 jours dans un foyer, lui, on l'exclut? Alors ça, je voudrais bien qu'on me réponde. Oui, mais là, on est dans la pénurie des besoins, enfin, en tout cas des moyens nécessaires pour essayer de lutter contre ces phénomènes, d'accueillir les gens dans des conditions décentes. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment réussir à penser la pauvreté dans une vision multifactoriel, ce qu'essaye de faire, je pense, le gouvernement. Mais après, il y a une question de moyens, de volonté politique. Hein. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. D'un côté, le gouvernement décide un jour, ah non, interdiction de louer des chambres, pas plus. Voilà, et puis, parallèlement... Il y a eu hier cette histoire épouvantable de cette jeune femme payant, je ne sais plus, 400 € ou 300 € par mois pour un 4 mètres carrés, qui n'est même pas dans les normes de logement, avec une petite fille, que le propriétaire a viré parce qu'elle ne devait pas payer sans doute assez vite ces fameux 300 ou 400 €. Bon, là, c'est des situations qui ne sont pas isolées, en plus, il y a du monde. Mais en plus, je vous assure, quand on est dans la rue, mais on s'en fout d'être dans un 4 mètres carrés. Moi, j'ai eu des taudis, j'ai été dans un... Oui, mais enfin, vous payez pas 400 € pour un 4 mètres carrés, quand même. À un moment donné, j'ai eu un 10 mètres carrés. À l'époque, c'était en francs. Je payais 2000 francs. Où ça ? C'était un ancien hôtel de passe que plein de propriétaires avaient racheté, je vous assure. C'était du côté de Strasbourg-Saint-Denis, d'ailleurs. Ouais. Non, je vous assure, il y a parce que d'un côté, ils enlèvent une solution, mais ils apportent pas d'autres propositions. Du coup, ça fait d'autres gens à la rue. Est-ce que, Hélène Périllier, vous ne trouvez pas, et Elina Dumont, qu'il y a tout de même une sorte de situation d'hypocrisie vis-à-vis de la pauvreté? Parce qu'on le voit quand on vous lit, Elina Dumont, certes, il y a des mesures à prendre, mais l'espace public est de plus en plus privatisé. Hein. Vous pestez, vous, Elina Dumont, contre les digicodes, les fameux bancs qu'on organise partout maintenant dans les jardins publics où on ne peut pas dormir dessus, l'hostie, il y a la raréfaction de ces bancs dans Paris. Enfin, les digicodes, c'est un exemple, par exemple. On est tous sur un mode quand même d'ultra-privatisation de l'espace public. Ce qui fait que quand on est dehors, on a quand même du mal à se trouver finalement le petit coin où on sera à peu près tranquille. Ça devient de plus en plus difficile. Hein. Vous avez pu observer, par exemple, il y a certains fast-food. Avant, on pouvait s'asseoir. Maintenant, ils mettent des gros piquants, comme ça. Dans le métro, ils mettent des bars. Enfin, tout est comme ça maintenant. On peut plus s'allonger nulle part dans un banc de métro. On n'a plus qu'à aller dans la forêt. Non, mais c'est horrible ce que je dis. Non, mais il y a plein de sans domicile fixe qui vivent dans les bois. Enfin, vous devez le savoir. Hein. Mais il n'y a plus beaucoup de solutions. Hein. Ou alors, faut connaître des codes. Enfin bon, moi je sais qu'il m'est arrivé d'être invité chez des gens et je me rappelais de leurs codes. Et hop, je retournais, je dormais dans le hall. Après, faut être un peu, voilà. Alors, il y a frais, dites-vous, et puis pour ceux alors qui ne sont pas SDF, mais qui ont de très faibles revenus, figurez-vous il peut y avoir aussi le camping. C'est le sujet des pieds sur terre de Leila Djitli, qui a rencontré notamment un homme qui, lui, vit au camping, parce qu'avec le peu d'argent qu'il gagne, notamment, il préfère aller au camping que de louer une chambre d'hôtel, et du coup, avec cet argent, pouvoir aller à l'opéra. Je pourrais louer un appartement. Mais ma retraite étant très petite, retraite d'agriculteur, le fait d'être ici et de payer que 200 € par mois me permet d'économiser la différence. Donc cet argent, je peux le mettre de côté de manière à me constituer une réserve pour lorsque je ne pourrai plus travailler. Je suis un homme robuste, je peux travailler, je démarre mes journées à 3 h du matin. Je suis à Rungis, je continue dans la lignée de mon ancienne profession. Donc j'achète des fleurs et je livre des supermarchés. C'est ce qui me permet d'avoir un peu d'argent, de pouvoir aller au théâtre, pour pouvoir aller au concert, pour pouvoir aller voir des ballets, en particulier le Lac des Cygnes que j'aime beaucoup.
Aller à un concert, à la Bastille ou autre, il faut de l'argent. Si je me contente de mes 450 € de retraite, je ne vois pas comment je pourrais acheter des livres et faire ce qui me plaît. Le lundi, je mendie. Le mardi, je mendie. Et le mercredi, et le jeudi, le vendredi, le samedi. Mais quand c'est que c'est dimanche, je paye un croissant au chien. Le chien, lui, il s'en fout, ça ou du pain. Mais le bourgeois qui passe sur le trottoir d'en face, ça le fout en pétard, c'est rigolard. Et j'en jouis toute la nuit jusqu'au lundi. Et lundi, je m'en dis bof. On peut en rire un peu parfois ou pas du tout, comme le fait Bobby Lapointe, là, et Lina Dumont? Ben, moi, aujourd'hui, j'en ris. J'en ai même fait un spectacle. Mais, vous pouvez en rire. Oui, moi, aujourd'hui, je peux en rire. Sauf que, malgré tout, j'ai beau tout faire pour en rire, les gens, ça les fait pas rire. Et ça, même ça les dérange. Alors qu'en fait... c'est comme tout. Et comment vous vous débrouillez pour... Alors on va annoncer que notamment vous serez à Antibes du 26 février prochain au 9 mars pendant le Festival des femmes Féminart, hein, c'est ça, avec votre spectacle du quai à la Seine, c'est ça, des quais à la Seine, des quais à la Seine. Et vous me dites c'est quand même un peu drôle. Par exemple? Par exemple, c'est marrant parce que c'est un peu... Par exemple, je dis à un moment donné, je raconte toutes les combines. Je dis parce que les réinséreurs, eux, ils ont des combines, mais moi aussi j'en ai. Et je dis, par exemple, tous les mercredis, je tombais dans les pommes. Alcool, médoc, pompier, direction hôpital, et le tour était joué. À l'hôpital, t'es tranquille pendant une semaine, personne te fait chier, et surtout, personne vous fait chier. Voyez. Et après, je parle aussi, avec cette technique, j'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Le problème, c'est que les réinséreurs te repèrent. Du coup, je suis passé à une autre combine. Du lundi au jeudi, je dormais dans les boîtes de nuit. Le vendredi, je dormais chez celui du lundi. Le vendredi, je dormais chez celui du mardi. Le samedi, chez celui du mercredi. Et les jours de relâche, je me faisais moche. Je me faisais le plus moche possible. Et je me tapais les lignes de bout en bout pour pas qu'on m'emmerde. Vous voyez, je raconte tout ça. Alors, ce sera à Antibes, du 26 février au 9 mars prochain, au Festival des femmes, donc des quais à la Seine, spectacle d'Elina Dumont. On peut vous lire également, Elina Dumont. Longtemps, j'ai habité dehors, témoignage d'As à la rue, de la rue à la vie, c'est chez Flammarion. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce matin. Merci à vous, Hélène Périvier. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE et que vous avez participé à l'ouvrage coordonné par Robert Castel et Nicolas Duvou, L'avenir de la solidarité. C'est dans la vie des idées aux presses universitaires de France.